Et dans le 11-12, c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour du 11-12. Cet invité, c'est Augustin Leray, bienvenue. Merci, Derrière bienvenue, ce bonjour. micro, Augustin Leray, vous êtes le président de l'association Un sens à ma vue. Oui. Alors à l'âge de 25 ans, vous avez été diagnostiqué d'une rétinopathie pigmentaire. Vous voulez nous dire quelle est la particularité de cette affection ? Oui, alors la rétinopathie pigmentaire est une maladie génétique qui affecte les photorécepteurs de la rétine, qui sont ces toutes petites cellules qui nous permettent de recevoir la lumière et donc d'imprimer l'image avant de l'envoyer au cerveau. Et donc cette maladie affecte donc ces cellules, faisant que notre champ visuel se réduit petit à petit jusqu'à un jour la cécité. Comment le diagnostic a été posé ? Est-ce qu'il y a eu des symptômes que vous avez observés, que vous avez ressentis auparavant ? Alors le diagnostic a été un petit peu long pour ma part puisque j'avais eu une première alerte puisque je m'étais rendu compte que je voyais de moins en moins bien, notamment de l'œil droit. Donc on avait fait des premiers examens qui n'ont malheureusement rien donné. Et puis 7 ans après, justement, donc comme vous disiez, il y a environ 2 ans, j'ai compris que ça n'allait pas mieux, que ça avait même tendance à empirer, que ce soit en vision nocturne, qui est le premier symptôme de la maladie, comme en termes de champ visuel, puisque je voyais que mon champ visuel se réduisait petit à petit, notamment dans la vision périphérique. Et donc, à l'occasion d'examens visuels classiques, j'ai demandé à pousser un petit peu via un champ visuel. Et à partir de ce moment-là, on a pu voir que mon champ visuel n'était pas bon, et donc il pouvait y avoir une autre affection. Et puis là, on a poussé les examens sur la rétine en particulier, et puis on a découvert que j'avais cette maladie. Donc c'est une maladie génétique Oui, tout à fait. dégénérative, hein ? Oui, c'est ça. Donc ça progresse lentement. Ça se fait dans le temps. Alors après, d'une personne à une autre, ça progresse de manière totalement différente. Mais voilà, c'est une maladie qui est progressive, qui ne s'arrête jamais. Mais il peut y avoir des phases d'accélération rapide, des phases de progression plus lente. Mais malheureusement, quant à savoir à quand correspondent ces phases, on n'a pas d'informations et on ne peut pas en avoir pour l'heure. Alors on va le voir, Augustin Leray, vous êtes quelqu'un d'optimiste. C'est un choix, cet optimisme. Et la question que je voulais vous poser, c'est comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez perçu qu'il se passait quelque chose au niveau de votre œil ? Alors, la première fois, donc quand j'étais étudiant et que j'ai perçu qu'il y avait un problème, je me suis pas trop inquiété. On est allé à l'hôpital donc avec mon épouse qui était ma fiancée à l'époque. Et puis on a fait des examens. J'étais pas trop inquiet. Voilà, on a tendance à jamais trop se dire qu'on est atteint par ces choses-là. Et puis bon, on n'a pas trop eu d'examen. Puis j'étais étudiant, donc j'ai laissé filer. Puis je me suis dit, je verrai ça plus tard. Peut-être aussi une forme de déni, de ne pas vouloir voir les choses. Et puis quand c'est revenu et que je me suis à nouveau posé les questions, je me suis quand même un peu plus inquiété. Je me suis dit que vraiment là, il fallait que je pousse un peu et puis que je sois sérieux sur ces choses-là. Et puis quand le diagnostic est tombé, là, ça a été le tsunami, quoi. Donc vous apprenez ça, on s'y attend pas du tout, encore moins à 24 ans. Et puis il a fallu accepter. Et puis comme vous disiez, après essayer de s'adapter aussi, de vivre avec. Parce que je voulais pas que ce soit non plus la fin de tout. Il fallait se remettre en selle, avoir des projets et puis faire des choses et montrer justement que cette maladie ne doit pas être une fin en soi. Vous avez souhaité avoir plus d'informations sur cette affection, c'est-à-dire poser des questions aux médecins, au corps médical, faire des recherches vous-même ? Oui, alors il y a eu tous ces aspects. Alors au début c'était plus des recherches par moi-même puisque en fait j'avais fait ces examens et on m'a donné ces examens. J'étais à l'étranger à l'époque, j'étais au Mexique et puis en fait vous faites vos examens et puis on vous demande après de prendre un rendez-vous avec un médecin compétent et puis généralement surtout en termes d'ophtalmologie c'est des rendez-vous qui prennent beaucoup de temps à avoir et donc j'ai commencé en faisant les recherches moi-même, ce qui n'était pas forcément la meilleure idée qui soit parce que là vous tombez sur le pire. Et puis en même temps, j'ai eu la chance de finalement avoir très vite un rendez-vous avec un praticien qui a répondu à Un beaucoup spécialiste ? Oui, un spécialiste, ouais, qui a répondu à beaucoup de mes questions au départ, notamment sur la manière dont se manifeste la maladie, sur ce qui existe aussi et en même temps ce qui n'existe pas, à savoir les traitements et les réponses à toutes ces questions concernant la rapidité de progression de la maladie, la temporalité vers une éventuelle cécité. Toutes ces questions restent en suspens et malheureusement je ne pourrais pas avoir de réponse, ni moi ni les autres personnes qui sont atteintes de la même maladie d'ailleurs. Donc ça, on est obligé à un moment donné d'aussi lâcher un peu prise parce que de toute façon on n'a pas le choix parce que ces réponses-là on ne les aura pas. Donc on est obligé d'arrêter aussi
les recherches. En ce qui me concerne, après, heureusement, les médecins et les personnes compétentes, elles les continuent. Mais pour ma part, j'ai pu poser toutes les questions que j'avais à poser, mais en revanche, il y a un moment donné où vous faites face à un vide parce que vous n'avez plus de réponse possible. Pour l'instant, peut-être. Pour l'instant, oui, j'espère. Ouais. J'espère que ça viendra. Alors, Augustin Leray, je l'indiquais en début d'entretien, vous êtes le président de l'association Un Sens à ma vue, association que vous avez créée avec votre femme, Oui. Hermine, Oui. en juillet dernier. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est de sensibiliser tout un chacun à ce qu'est la rétinopathie pigmentaire. Oui, et les maladies de la vision en général. En fait, nos objectifs largement, sont multiples. Oui. Parce que déjà, on veut en effet donc, sensibiliser sur les maladies de la vision de manière globale, puisqu'il y en a beaucoup, que ce soit la DMLA, la rétinopathie pigmentaire, même le syndrome de Usher, qui combine une rétinopathie avec une surdité. On a envie de sensibiliser sur ces maladies-là parce qu'elles sont généralement peu connues. Moi-même, avant d'être atteint, j'y connaissais absolument rien. Et pour autant, il y en a, beaucoup de personnes sont atteintes, notamment par exemple de DMLA. Donc chez les personnes plus âgées, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont atteintes. Et ça a un impact extrêmement fort au quotidien, puisque le handicap visuel est quelque chose qui impacte votre quotidien de manière significative. Le psychisme aussi ? Oui, aussi le psychisme. Et puis parce qu'en fait, on estime qu'on reçoit à peu près 80% de nos informations sur notre environnement par la vue. Donc quand vous perdez la vue automatiquement, vous développez d'autres sens. Mais en même temps... Mécanisme de compensation, c'est ça, ouais. l'audition notamment. Oui, généralement, donc, le cerveau va se focaliser sur d'autres sens. Donc, c'est pas qu'ils vont forcément développer ces sens, mais qu'il va se concentrer sur la perception qu'on a de ces sens-là. Il y a une résilience, quelque part, neurologique aussi ? Alors, je pousserai pas trop, parce que là-dessus, malheureusement, je m'y connais pas suffisamment. Mais en effet, il y a cette forme de compensation où le cerveau, du coup, focalise sur d'autres sens, parce qu'il a ce besoin de percevoir son environnement. Et quand vous perdez la vue, vous perdez énormément d'informations. Et donc on se concentre sur d'autres sens, que ce soit l'ouïe, que ce soit le toucher, qui nous permettent d'avoir une vision autre de notre environnement pour savoir où on est dans l'espace, avec qui on interagit, etc. Et donc du coup, c'est un impact qui est quand même important. Ça demande beaucoup une forme de rééducation, des adaptations, etc. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se développent, notamment via les nouvelles technologies. Mais on a besoin aussi de sensibiliser là-dessus parce que ça doit être un travail de tout un chacun, parce que il faut aussi que nous, en tant que personnes voyantes, même si moi aujourd'hui je suis malvoyant, mais j'arrive encore à voir, qu'on ait conscience justement des difficultés que ça pose pour qu'on puisse aider aussi quand on voit des personnes en situation de cécité ou malvoyance. Un témoin. Voilà, exactement. Et c'est important. Et en même temps, de sensibiliser aussi les pouvoirs publics. Ici, en tout cas, la ville de Saint-Malo a été extrêmement réceptive. Vous avez eu des contacts, oui. Oui, ils ont été très à l'écoute. Et donc, on va essayer de travailler ensemble sur un certain nombre de dispositifs pour la ville, parce que c'est important aussi que les pouvoirs publics s'impliquent. Pour l'inclusion, pour la vie au quotidien de ces personnes qui sont atteintes d'affections au niveau visuel. Oui, tout à fait, oui. Et puis pour les personnes handicapées en général, mais aussi pour les personnes qui ont des handicaps visuels, parce que c'est une adaptation de tous les jours. Donc quand il s'agit d'adaptation pour les transports, pour l'accès à l'école, pour l'accès au logement, au travail, etc., il y a un besoin d'un travail de tous. Voilà. Alors Augustin Leray, en tant que président de l'association Un Sens à ma vue, vous souhaitez lever des fonds. On a bien compris que l'enjeu est aussi financier pour la recherche. Oui. 50% proviennent de dons privés pour la recherche on estime, médicale. C'est ça. Il y a eu une baisse de 20% des dons pour la recherche médicale. Vous en parlez sur votre site, Un Sens à ma vue, que j'invite d'ailleurs les auditrices et les auditeurs à les consulter. Il y a une vidéo qui explique tout ça. Et pour lever des fonds, notamment, il y a l'Eurovélo 13. Ça, c'est une piste cyclable qui traverse l'Europe sur la ligne de l'ancien rideau de fer. Alors, expliquez-nous, Augustin, qu'est-ce qui va se passer prochainement ? Oui, alors en effet, donc, comme vous le disiez, l'enjeu il est aussi financier, puisque, comme je le disais en début d'émission, beaucoup de recherche est en cours actuellement, mais ça coûte très cher. Et ça prend du temps. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Oui, exactement. Et malheureusement, donc en plus, alors les chiffres que vous avez donnés sont exacts. Ces 5 dernières années, à partir de 2020, il y a eu une baisse de 20% environ des dons privés vers la recherche médicale. Et c'est sans compter le Covid, puisqu'avec la crise du coronavirus, il y a une baisse qui est encore plus substantielle, puisqu'avec, bien entendu, la situation économique que tout le monde connaît aujourd'hui, forcément, on reçoit beaucoup moins de dons, et ce qui est tout à fait normal et compréhensible. Pour autant, il faut continuer de se mobiliser, puisque cette recherche coûte cher, nécessite de l'argent, des fonds, et pour qu'elle puisse avancer. Et on a la chance en France d'avoir notamment l'Institut de la Vision, puis d'autres instituts de recherche à Strasbourg, à Nantes, à Montpellier, qui sont à la pointe de la recherche en ce qui concerne les maladies de l'œil, mais qui sont en cours de développement de nouveaux traitements, mais qui ont besoin
de ces moyens-là. Donc nous, à notre échelle, on essaye aussi de récolter des fonds. Et comme vous le disiez, on essaye de le faire à travers donc, l'Eurotour, qui est un grand tour d'Europe à vélo qu'on a lancé pour cette année, donc qui va commencer le 30 avril de cette année, tout au long de l'Eurovélo 13, donc qui est, comme vous disiez, cette piste cyclable sur près de 10 500 km qui traverse l'Europe, donc sur le tracé de l'ancien rideau de fer. Pourquoi ce choix justement, Augustin Leray? Alors, Parce qu'on aurait pu imaginer d'autres itinéraires. Alors ce choix, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est l'Eurovélo 13 et le 13 c'est généralement le chiffre qui est associé aux maladies rares. Et puis en même temps parce que c'est une piste cyclable qui traverse donc sur le tracé de l'ancien rideau de fer. Et je fais moi justement mon doctorat actuellement sur l'intégration des anciennes républiques soviétiques, donc post. Alors, oui, par rapport à vos études. Oui, exactement. Vous étudiez dans le domaine de la science politique, des relations internationales. Et donc je travaille justement sur tout ce qui est relatif à l'intégration politique des pays qui en fait étaient sous l'égide du bloc soviétique. Donc il y avait en plus un petit rapport personnel et professionnel par rapport à ça. Faire tomber les murs? Donc un peu oui aussi, oui bien sûr. Donc que ce soit les murs, en faire les personnes malades et handicapées, et puis en même temps faire tomber les murs entre les pays pour que justement tous ensemble on puisse faire cet effort. Créer des ponts de compréhension, de dialogue. Oui, de dialogue, voilà, entre toutes les populations, qu'elles soient malades, non malades, ou qu'elles soient en même temps de pays étrangers. Et puis en même temps que cet effort soit commun à tous, puisque la recherche médicale, ça doit être quelque chose, et on en voit au travers des débats actuellement, ça doit être quelque chose d'universel, puisque quelle que soit notre condition, on est malade et on doit avoir droit au traitement. Une opportunité pour l'humanité de se serrer les coudes. Oui, tout à fait. Dans un but commun, louable. Ouais. Alors vous allez traverser 20 pays sur 10 400 km. Oui. Alors, donc, juste parce que je dois apporter une petite précision par rapport à ça. En effet, donc, l'Eurovélo 13 traverse donc 20 pays, entre la Norvège et la Bulgarie, donc sur près de 10 500 km. Donc on a divisé ce trajet en 4 tronçons de 2600 km que je vais effectuer donc, sur 4 ans, à raison de 2 mois par an, puisqu'après j'ai aussi mes engagements professionnels. Puis vous avez un enfant aussi? Tout à fait. Puis il va y en avoir un deuxième au mois de juillet. Donc du coup, voilà, je ne peux pas tout faire d'un coup, mais donc on va faire 4 tronçons de 2600 km, et on a dû en ajouter un 5e, puisque cette année, je ne vais pas pouvoir faire ce tronçon sur l'Eurovélo 13, parce qu'à cause du coronavirus, les frontières d'un certain nombre de pays que je suis censé traverser sont fermées. Eh oui. Donc du coup, pour cette année, on a rajouté un 5e tronçon, donc qui part de Toulouse et qui va rejoindre Igoumenitsa en Grèce. Donc tout au long de l'Eurovélo 8, qui est une autre piste cyclable qui traverse l'Europe, donc là cette fois sur 6 pays, et donc du coup sur 2800 km. Donc on ajoute ce tronçon-là, mais à partir de l'an prochain, on fera l'Eurovélo 13 sur les 4 tronçons comme prévu initialement, si bien entendu les conditions sanitaires nous le permettent d'ici à l'année prochaine. Alors en tous les cas, pour l'instant, Augustin Leray, vous sollicitez des dons, un soutien matériel. Qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir matérialiser ce projet? Alors, heureusement, il nous manque plus grand-chose. Matériellement, on a presque tout, puisqu'on a la chance d'avoir un certain nombre de partenaires, notamment un partenaire cycliste, que je remercie d'ailleurs. Ça a été facile d'ailleurs, entre parenthèses, de trouver des partenaires dans le contexte actuel? Alors oui et non. Pour le partenaire cycliste, il a été extrêmement réactif, et presque dès le début du projet, on a eu la chance de l'avoir à nos côtés. On peut le citer Oui, bien sûr, Groupeto Shop, donc, qui est un magasin cycliste à Toulouse. Et donc Gaëtan, je le remercie parce qu'il a vraiment été extrêmement réactif, et il nous a aidés depuis le départ, donc c'est extrêmement important aussi pour nous, parce que ça nous a permis de sécuriser aussi ce matériel-là. Et puis après, on a eu la chance d'avoir énormément de personnes qui nous suivent, qui nous ont aidés pour nous fournir du matériel de camping, des guides pour justement cet Eurovélo, pour les pays qu'on traverse, et puis en même temps des dons financiers. Donc on a quand même eu la chance petit à petit de pouvoir cumuler pas mal de choses. Aujourd'hui, il nous manque environ 400 €, qui représentent en fait les frais de tous les jours, donc que ce soit alimentaire ou d'hébergement. On a récolté la plupart, puisqu'il nous fallait à peu près 2 000 € en tout financièrement. Il nous manque encore 400 €. Mais on a eu la chance d'avoir énormément de personnes extrêmement réactives, et puis qui ont aussi diffusé notre action, donc ce qui a permis de faire boule de neige. Voilà, on vous contacte comment? Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc on a une page Facebook et une page Instagram, Un sens à ma vue. Et puis on a également notre page internet, unsensamavue.org, donc il y a un formulaire de contact. Et puis également, si les personnes souhaitent nous contacter, ils peuvent nous contacter à contact@unsensamavue.org. Voilà. C'est noté. Merci beaucoup, Augustin Leray. Merci à vous de m'avoir reçu. En tant que président de l'association Un sens à ma vue, pour ces éclairages sur votre projet. Et on vous souhaite bon vent.
Eh ben, merci beaucoup, merci encore de m'avoir invité. C'est C'est un vraiment très plaisir. gentil de Bonne relayer mon- continuation à vous, Augustin Merci Leray. beaucoup. On va poursuivre dans le 11-12 avec le chanteur Amir avant de retrouver votre revue de presse nationale au cœur de ce programme.